Bienvenue sur le podcast pour apprendre à apprendre une langue. J'adore interviewer des spécialistes, des polyglottes, des personnes bilingues, des personnes en fait qui ont réussi à apprendre une langue et même souvent plusieurs. Donc on sait que la méthode universelle n'existe pas, mais avec toutes ces interviews, on va pouvoir remarquer des points communs, s'enrichir de leurs expériences pour améliorer notre propre apprentissage. Pour ce deuxième podcast, mon invité s'appelait Yann. Donc il vit en Belgique et est né aux Pays-Bas, donc sa langue maternelle c'est le néerlandais. Et il est capable de parler 6 ou 7 langues, il les a toutes citées, voilà, j'ai même pas compté. Mais en tout cas, sa méthode fonctionne puisqu'il est capable d'en parler autant. Dans ce podcast, je vais poser plein de questions. Donc on a parlé, je lui ai demandé quels conseils il donnait aux débutants, quels conseils il donnait aux personnes qui ont un niveau intermédiaire. On a parlé de la mémorisation, de la grammaire aussi. Et voilà, il a apporté vraiment plein de conseils qui sont vraiment pertinents. La preuve, vu que ça marche aussi bien pour lui. Et donc je vous laisse découvrir tout ça. Je laisse place à ma conversation avec Yann. Bonjour Yann. Bonjour Céline. Je suis contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Et moi aussi, désolé. Vas-y. En fait, ça sera mon premier interview en français. Ah, chouette. Mais par contre, tu as l'habitude de faire des podcasts, mais d'habitude, c'est toi qui interviews les gens. Oui, c'est ça. Maintenant, ça inverse. C'est ça. Alors, j'ai voulu te poser plein de questions parce que tu parles plusieurs langues. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs toutes les langues que tu es capable de parler? Oui, donc je suis néerlandais, donc je parle le néerlandais, l'anglais, le chinois, le français, le portugais, l'espagnol, un peu le cantonais, et j'ai aussi fait un peu de russe, l'italien, le thaïlandais et les autres langues un peu plus exotiques. Et donc depuis quand tu as cette passion pour les langues? J'ai toujours eu une passion pour voyager et connaître le monde. Donc, quand j'avais 22 ans, j'avais l'opportunité d'aller à l'étranger pour faire une échéance en fait en Chine. Et c'était là où je suis vraiment tombé, où j'ai vraiment trouvé mon passion pour apprendre des langues. Parce qu'en Chine, si tu ne parles pas le chinois, tu es perdu. Peut-être c'est un peu différent maintenant dans les grandes villes, dans Shanghai ou Pékin. J'étais en Guilin, c'était une petite ville. Et j'ai vraiment dû apprendre le chinois, parce que sans le chinois, tu as perdu, tu n'arrives pas à communiquer avec les gens. Donc, quand j'avais... l'apprentissage du chinois a vraiment changé mon expérience en Chine, et c'était aussi la première fois quand j'avais réussi à apprendre une langue. Et là je me suis dit ok, si j'arrive à apprendre le chinois, je peux peut-être aussi apprendre des autres langues. Donc c'était vraiment là où j'ai commencé à apprendre plusieurs langues. Oui. Et du coup, maintenant, c'est ton travail aussi d'aider les gens à apprendre des langues. Donc, tu as un site qui s'appelle Language Boost. Oui, c'est ça, Language Boost. Voilà. Et quels sont les conseils que tu donnes aux gens quand ils veulent... Un débutant, par exemple. Un débutant qui veut apprendre une langue, qu'est-ce que tu vas lui conseiller? Ok, s'il y a un débutant, je dirais que le plus important, c'est de commencer à apprendre les mots qui sont le plus importants. Il y a beaucoup de matériaux où les gens enseignent grammaire, beaucoup de mots compliqués qui ne sont pas vraiment utiles. Et aussi, beaucoup de gens pensent qu'on a besoin de connaître 1000 ou plusieurs 1000 mots pour commencer à parler, mais c'est pas vrai. Si on apprend juste les 100, les 200, 300 mots qui sont le plus importants, on peut déjà commencer à construire des phrases et à parler. Donc mon conseil, c'est toujours quand tu commences à
apprendre les mots les plus importants et puis commencer à construire des phrases. Donc, apprendre les mots, construire des phrases et l'étape numéro 3, c'est pratiquer. Oui. Donc, on ne peut pas apprendre une langue en apprenant. Il faut vraiment qu'on pratique, même si on connaît que 200-300 mots. Oui, donc en fait, pour trouver les mots les plus importants, c'est en discutant, en essayant de parler avec quelqu'un qu'on va se rendre compte quand on est bloqué. Ah, je voulais lui dire ça, j'ai été malade, je suis contrariée. Et c'est vraiment dans les conversations du quotidien qu'on va se rendre compte des mots importants. Oui, et aussi, si on trouve les mots qui en manquent dans une conversation, par exemple, c'est plus facile de mémoriser le mot parce qu'il y a des émotions, il y a une connexion avec quelqu'un avec qui tu parlais. Donc, si tu vois un mot dans un livre, c'est facile à oublier. Mais si tu as vraiment eu un moment où tu avais une conversation avec quelqu'un et tu ne savais pas un mot, c'est plus facile à mémoriser. Oui. D'accord. C'est plus intensif. Donc, il y a beaucoup de gens qui préfèrent apprendre avec des livres parce que c'est plus confortable. On ne sait pas faire des erreurs. Mais si tu es dans une conversation avec quelqu'un, ça peut être un tuteur sur les sites web comme italki ou Verbling. Donc, c'est plus, comment on dit, humain. Ça fait peur, tu veux dire, c'est déstabilisant. Plus humain, ça veut dire qu'on a un contact avec la personne et que, ça. Voilà. Mais apprendre une langue, ça sert à ça sert à parler à quelqu'un, à communiquer. Oui. Mais oui, c'est comme ça qu'on apprend des langues comme enfant, quand on était petit. Et oui, ça c'est, je pense que le faux que la plupart des gens font, la faute que la plupart, comment on dit, que la plupart des gens font, c'est d'apprendre, mais d'oublier à pratiquer, parce qu'ils ont peur. Oui. Donc, avec Language Boost, sur notre chaîne YouTube, on dit toujours apprends le mot le plus important et puis commence. Même si tu ne sais pas encore parler, il faut commencer. Oui, et quand on apprend une langue depuis une semaine ou deux, on peut peut-être aussi préparer un petit peu à l'avance, par écrit, ce qu'on a envie de dire à la personne pour pas se retrouver comme ça, complètement bloqué. Oui, comme ça, la conversation va être plus naturelle, ou plus facile. Moi, d'habitude, je prépare pas mes cours, mais oui, pourquoi pas? Pour moi, j'aime bien explorer ce que je sais, ce que je ne sais pas. Moi, j'ai pas peur de faire des erreurs. Et tu sais, on dit souvent que quand on apprend, il faut qu'on ait un feedback neutre, tu vois, pour avoir un retour sur nos erreurs et pouvoir progresser. Du coup, comment tu apportes le feedback aux personnes avec qui tu parles? Donc, quand je fais des cours online, par exemple avec un tuteur d'italki, je demande toujours s'il peut écrire les mots que je ne sais pas. Comme ça, après le cours, je peux encore réviser ou comment ça s'appelle, répéter les mots que j'ai appris. Je demande aussi de ne pas interrompre tout le temps parce que comme ça, je perds ma confidence de parler. Donc, c'est mieux moi, je pense que c'est mieux si le tuteur reste calme et juste écrit les mots. Et moi, je peux voir les faux que je fais. Mais je pense que c'est important pour l'étudiant de garder le flow. De pas être interrompu à chaque erreur et de perdre sa confiance. Oui, parce que si j'ai un professeur qui me interrompt tout le temps, je n'oserais pas continuer à parler. Bah oui.
Et donc ça, c'était les conseils pour un débutant. Pour quelqu'un qui sait déjà un petit peu parler, voilà, qui est capable de suivre, d'avoir une conversation, quels conseils tu donnes à ces personnes-là qui ont un niveau intermédiaire? Donc, oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être appris une langue à l'école, donc ils ont tout le vocabulaire, ils connaissent les règles de grammaire, mais ils ne savent pas parler. Donc là, je dirais, ok, commence à parler. Même chose pour les débutants. En fait, si tu as déjà arrivé à un niveau où tu arrives à comprendre les textes simples, à parler, tenir des conversations. Depuis là, c'est vraiment une question de consommer, d'avoir plus d'input, comme on dit en anglais, donc de consommer plus de contenu. Et moi, j'aime bien Link. Donc, Link, c'est un site web, c'est une plateforme où tu peux lire et écouter au même temps. Donc ça, je trouve que c'est une façon effective pour apprendre, comment dire, to expand, pour apprendre plus de mots, quoi. Élargir votre vocabulaire. Oui, élargir votre vocabulaire. Et c'est pas facile, ça prend du temps. Moi, je dis toujours d'aller de zéro jusqu'au niveau où tu arrives à parler ou tenir des conversations avec des gens. Ça peut durer, je sais pas, 3 mois, 6 mois, 1 an par exemple, mais de niveau A2 jusqu'à C1, ça prend vraiment du temps. 1, 2, 3 ans au moins, je dirais. Oui, tu veux dire qu'il faut du temps pour apprendre. Oui. Et commencer, on peut au début, ça va vite, le progrès va vite, mais d'aller d'un niveau B2 jusqu'à C1, par exemple, ça peut durer 1 à 2 ans. Oui. Donc c'est normal. Si tu pas sens que tu fais vraiment le progrès, c'est vraiment une question de consommer plus de contenu, d'utiliser la langue. Oui. D'accord. Et concernant la grammaire, est-ce que tu conseilles aux débutants d'attendre un petit peu avant de se lancer dans la grammaire, d'étudier les règles de grammaire quand ils en ont besoin? Est-ce que tu as ce point de vue-là? Oui, donc il y a des gens différents. Donc il y a des gens qui aiment vraiment apprendre la grammaire. Là, je dirais, ok, vas-y, étudier toutes les règles. Si tu penses que c'est intéressant, pourquoi pas. Pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'aime bien la communication, parler. Moi, je n'aime pas étudier. Je n'aime pas étudier toutes les règles. Donc, là, je dirais oui. Le plus important, c'est d'avoir une conversation. Et là, si tu arrives à un point où tu as besoin de grammaire particulière, ça c'est un bon moment de commencer ou de trouver la règle de grammaire. Parce que là aussi, on a besoin, donc on est plus curieux, on comprend l'importance de grammaire et ça aide à apprendre, à mémoriser la règle. D'accord. Donc c'est le même truc si tu as une conversation avec quelqu'un, tu ne connais pas le mot, tu as eu... comment dire, tu as plus besoin, tu étais dans la situation, c'est plus stressant, mais là tu arrives vraiment à comprendre. Oui, je vois ce que tu veux dire, ça a plus de sens, ça a du sens, c'est important, on en a besoin. D'accord. Et par rapport à la mémorisation, quand quelqu'un tu vois, moi en ce moment, à chaque fois que j'écoute un podcast ou j'écoute je fais un MOOC sur Coursera, et du coup j'écoute en anglais et je lis en anglais en même temps.
Et quand il y a un mot que je connais pas, bah, je le note sur une petite étiquette, tu vois, comme une flashcard, pour m'en rappeler. Est-ce que tu as des techniques, toi, spéciales pour mémoriser les mots? Je dirais 2 techniques. Donc, un, c'est vraiment pratiquer les mots dans une conversation. Ça, je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Mais on ne peut pas prendre 3 cours chaque jour pour pratiquer avec quelqu'un. Donc, moi, j'utilise toujours l'application qui s'appelle Anki. Donc, Anki utilise le space repetition. Et c'est ça ce que je fais. Donc, tous les jours, si j'apprends une langue activement, je fais mon Anki deck, mon deck Anki tous les jours. Donc, Anki, c'est de quel mot que j'ai besoin de répéter ou réviser. Et je fais ça tous les jours, 10 minutes, 15 minutes. Et ça marche très bien. Mais je dirais que c'est toujours mieux d'apprendre des mots dans un contexte. Donc, je n'apprends jamais les mots sans contexte, toujours dans une phrase. Donc, si j'apprends le mot portefeuille, par exemple, dans mon Anki deck ou mon Anki carte, j'ai toujours le mot et une phrase d'exemple, example sentence. D'accord. Et dans l'application Anki, c'est toi qui rentres les mots qui t'intéressent. C'est pas l'application qui choisit? Oui, c'est moi qui le fais. En fait, ça peut être un peu compliqué si tu veux créer votre carte Anki, parce qu'Anki, c'est pas comment on dit, user-friendly. C'est pas facile à utiliser. Donc, ce qu'on fait à Language Boost, on a déjà préparé les decks Anki. Donc, comme ça, les gens peuvent juste le télécharger et le mettre, ou le télécharger dans l'app Anki. Comme ça, c'est déjà fait. Pour que ça soit plus facile pour mettre ses propres mots? Non, on a déjà préparé les mots. Donc, on a déjà préparé les mots qui sont les plus importants, toutes les phrases exemples, les example sentences. Donc, comme ça, les gens n'ont pas besoin de créer ses propres mots. C'est vrai que si tu es un professeur, par exemple, le mot professeur est plus important pour vous que pour moi. Donc, tu peux aussi créer votre propre flashcard, mais c'est compliqué. Donc, moi, je ne fais jamais. Je fais juste des notes dans mon dans mon Google Doc et je le répète tous les jours ou avant de prochaines courses. Mais on pourrait imaginer les deux seraient possibles. Avoir ces petites étiquettes avec les mots qui sont importants pour nous, et puis utiliser quand même Anki pour les mots qui sont le plus utilisés dans une langue. Oui, bien sûr. Quand tu parlais du 80%, 20%, ce que tu voulais dire, est-ce que c'était que 80% des mots que 20% des mots sont utilisés dans 80% des conversations? Oui, en fait, ça c'est le Pareto Principle, comment ça s'appelle en anglais. L'apprentissage des langues, le ratio, c'est encore différent. Donc, c'est plus en Belgique, on dit 97, 3%. Donc, c'est 97, 4. Ah oui, 97 et 3, d'accord. Et 3. Donc, on se concentre toujours sur les 2-3% de vocabulaire qui est le plus utilisé. Et avec les mots-là, on peut discuter 97% de sujets. On peut dire presque tout ce qu'on veut. Oui, se faire comprendre. Pas en finesse, mais on peut se faire comprendre. Oui, c'est ça. Pas sans erreur, mais comme débutant, c'est déjà pas mal si tu arrives à... Et dans la formation que tu proposes, là, j'avais vu 21 heures pour partir de zéro et avoir une conversation en français.
Ouais, donc ça sont 21 heures de cours. Hein. Oui, c'est ça. Donc c'est ça ce qu'on fait. Dans les 21 heures, on apprend les 300, mais ça sont les 300 mots le plus important. Et pas juste les mots, mais aussi à faire des phrases, à construire des phrases. Donc chaque fois, quand on apprend un mot, on fait plusieurs phrases. Et comme ça, tu arrives vraiment à créer les phrases sans penser c'est comment les grammaires, parce que ce sont les exercices de drill, hein, de drill exercises. Donc, oui, si tu as fait si tu as fait 5 phrases avec un mot neuf, t'as pas vraiment besoin d'utiliser Anki tous les jours, parce que on apprendra, comment on dit, on apprendra utilisant. En utilisant, oui. Ouais. Donc c'est vraiment ça ce qu'on fait. Il y a beaucoup de cours où les gens apprennent 1000 mots, tout le grammaire, et à la suite, ils n'arrivent pas encore à communiquer, à parler. Donc, on fait autre chose. On apprend juste un petit peu, 200-300 mots, mais après le cours, les gens arrivent vraiment à construire des phrases et s'exprimer dans la langue. Ouais, c'est chouette. Et tout à l'heure, quand tu disais dans Anki, on écrit le mot et une phrase pour le contexte, il n'y a pas la traduction du coup. Le but, c'est de pas à chaque fois associer la traduction. Non, il y a aussi une traduction. Hein. D'accord. Oui, il y a aussi une traduction. Donc, au début, tu vois juste le flashcard. Donc, tu fais la traduction dans ta tête, et après, tu appuies sur le bouton et tu vois la traduction. D'accord. Parce que, tu vois, est-ce que c'est une bonne façon ou est-ce que c'est embêtant d'être tout le temps en train de traduire? Tu vois, moi, quand je veux parler anglais, je pense en français, je traduis en anglais. C'est normal. Au début, c'est normal. L'avantage qu'on a par rapport aux enfants, c'est que on parle déjà une langue. Donc, toi, tu parles français, moi, je parle néerlandais. Donc, si je veux savoir le mot pour je sais pas, une bic en français, moi, je peux traduire. Hein, peine, c'est quoi en français? Comme ça, apprendre des trucs neufs, les choses neuves, c'est toujours une question de faire des connexions avec quelque chose que tu déjà sais. Oui. Donc au début, c'est complètement normal de faire des traductions, mais en pratiquant, si tu continues à pratiquer, dans un certain moment, à un certain point, ce n'est plus nécessaire de faire les traductions tout le temps. Tu veux dire qu'au bout d'un moment, quand on a un niveau avancé, l'idée, elle arrive directement dans la langue qu'on apprend? Oui, c'est ça. Je pense même pour moi maintenant, par exemple en français, il y a des moments où je dois traduire. Oui. Mais c'est normal, pas tout le temps, mais il y a des moments. Et ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Oui. Et là, tu parles vraiment très très bien le français. Ouais, ça va. Ah si. Je fais mon mieux. Faut le dire. Est-ce que les autres langues, tu arrives à les parler aussi comme ça, de la même façon? L'allemand, le chinois et l'anglais, oui. L'espagnol, le portugais, je pense que mon niveau c'est un peu plus bas que le français pour le moment. Mais je dirais oui, plus ou moins. Pour les autres langues, le thaïlandais, le russe, non. Mais je peux aller en Russie et communiquer avec les gens, avoir une conversation. Oui, pour moi, c'est assez pour le moment. Oui. Et j'ai l'impression que à l'école, quand on apprend une langue, on apprend surtout à écrire, tu vois, à comprendre un texte écrit. Et en fait, quand on sort, on réussit nos examens, mais quand on sort de l'école, on se rend compte qu'on n'est pas capable de parler.
Oui. Et ça, oui, tu confirmes. Tu confirmes. Oui, ça c'est le plus grand. Ça c'est une catastrophe. Et je ne sais pas pourquoi. Donc ça c'est ce qu'on veut faire différent avec Language Boost, parce que le plus important dans la vie, c'est pas de passer un examen. Non, le plus important c'est de vraiment apprendre quelque chose, d'apprendre nouvelles capacités, compétences, nouvelles compétences. Oui, c'était quoi la question? Ben oui, est-ce que tu confirmes, voilà, qu'il y a un problème à l'école quand même? Oui, il y a un grand problème. Moi, quand j'étais à lycée, j'ai aussi appris le français durant 4 ans, mais quand je suis gradué, ou comment ça s'appelle? Diplômé? Oui, quand je suis diplômé, moi, je ne savais pas parler, même pas une phrase. Je ne pouvais même pas faire une phrase. Donc, il y a 4 ans, je me suis dit, ok, maintenant je comprends comment apprendre une langue. J'avais déjà appris le chinois, donc je voulais faire la même chose avec le français, juste pour voir si ça fonctionne aussi pour une langue européenne. Et donc j'ai pris des cours presque tous les jours avec un ami en fait qui était un professeur sur un des plateformes. Donc j'ai fait mes exercices tous les jours et après 1 mois j'étais déjà capable de sortir et utiliser la langue. Oui, donc c'est ça la différence entre apprendre une langue à l'école, où c'est plus important de passer l'examen, et apprendre à faire quelque chose dans la vie, dans la vraie vie, dans la vie réelle. Et je voulais te poser une question aussi. Oui, j'ai un principe, et alors tu vas me dire si tu penses que si tu le partages le même. Dans l'e-book que j'ai créé, je donne le conseil quand on a un niveau intermédiaire, d'apprendre avec des choses qui nous intéressent, des supports qui nous intéressent, une série qu'on aime bien, une formation, un sujet sur lequel on a envie de creuser, d'apprendre plus de choses. Tu vois, si tu as une passion, je sais pas moi, pour la cuisine, imprimer tes recettes dans la langue, partir vraiment de ce qui nous motive, de ce qui nous enthousiasme. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que ça peut aider. Et c'est une bonne idée, mais c'est important de ne pas consommer le contenu qui a un niveau beaucoup plus haut que ton niveau. Parce que comme ça, si je suis débutant en chinois, je regarde les films en chinois sans sous-titres, je sais pas, je ne comprends rien. Et si tu comprends rien, c'est vraiment difficile d'apprendre des nouveaux mots, des expressions. Donc, idéalement, tu comprends, moi je dirais 70 jusqu'à 90% de contenu que tu consommes. Comme ça, c'est facile de suivre le contenu et de trouver les trous dans mon vocabulaire. Parce que si tu comprends le contexte, tu peux découvrir la signification de mots que tu ne connais pas naturellement. Tu n'as pas besoin d'utiliser un dictionnaire tous les temps. Oui. Ah oui, j'étais concentrée sur traduire les nombres belges là, tu sais, 70, 90. J'étais concentrée là-dessus. Du coup, je crois que j'ai raté quelque chose. En fait, donc entre 70 et 90. Donc, ce que tu... 70 et 90. Ce que tu veux dire, en fait, c'est qu'il faut comprendre déjà entre 70 et 90% pour pouvoir déduire les 30 ou les 10% restants, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Si tu comprends que 10%, ça va être difficile. Oui, un peu décourageant, quoi. Oui, c'est ça.
Oui, il faut que ça soit juste au-dessus de ce qu'on est capable de faire, mais pas trop haut non plus, quoi. Oui, exactement. D'accord. Et quand tu as appris le chinois, le chinois, du coup, les lettres, c'est pas du tout, c'est des symboles, enfin, je sais pas comment on dit, mais c'est pas comme nous, c'est pas le même alphabet. Donc, comment tu as fait? Donc, au début, j'ai pas appris l'écriture, les symboles, parce que c'est vraiment, oui, c'est vraiment compliqué. Donc, j'ai juste commencé avec les mots les plus importants. Donc, comment je dis moi en chinois. Et le verbe vouloir, c'est quoi? Donc, les mots en chinois, ils sont vraiment courts. Et la grammaire est aussi facile. Donc, si tu connais les mots, tu peux juste mettre les mots dans l'ordre correct et commencer à faire des phrases, à s'exprimer. Et donc, si tu déjà arrives à parler une langue, c'est plus facile d'apprendre l'écriture après. Ah oui. C'est comme les enfants. Bah oui. D'abord, ils apprennent à parler et puis à écrire. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai fait la même chose quand j'ai appris le... Et tu as commencé à apprendre le chinois en arrivant en Chine ou un petit peu avant d'aller en Chine? Un petit avant, mais pas beaucoup, juste les chiffres, un peu de prononciation, quelques mots, pas beaucoup. Oui. Et tu donnes aux gens, tu conseilles quand même d'apprendre avant d'arriver dans le pays ou pas? Oui, je pense que c'est mieux. Comme ça, c'est moins... C'est quoi le mot? Overwhelming, on dit en anglais. Dépasser. Je crois que ça veut dire dépasser. C'est moins intimidé? Intimidant. Intimidant. Mais le mot que tu as dit en anglais, je crois que ça veut dire être vraiment submergé. C'est trop, quoi. Ouais. Comme ça, la langue se sent plus familière. Oui. Tu connais déjà des mots, c'est plus facile de commencer à parler, sinon ça peut être trop. Ça peut être trop. Trop d'un coup, ouais. Et tout à l'heure, tu as dit, j'ai appris en chinois le verbe pouvoir. Est-ce que je crois qu'on appelle ça les verbes modaux, pouvoir, attends, il y avait quoi d'autre? Vouloir. Il y en a quelques-uns comme ça, je crois que c'est plus facile parce qu'après, du coup, la suite est à l'infinitif. Oui, mais en Chine, en fait, il n'y a pas d'infinitif et tout ça. Donc, les verbes, ils ne changent pas. D'accord. Donc, si tu sais dire je peux, tu peux aussi dire on peut, parce que le verbe ne change pas. Ah, d'accord. Ah oui, donc c'est plus simple. Mais c'est plus simple. Il y a quelques aspects où le chinois est plus compliqué, mais c'est quelque chose que tu pour plus tard. Au début, c'est facile. Ouais. Mais tu vois, en anglais, si on est un peu coincé au début, si on est capable de dire je veux, ben on peut dire plein de choses. I want to eat, I want to sing, tu vois, on peut dire plein de choses. Oui, c'est ça. Et en fait, sont les structures là qu'on enseigne dans notre cours. D'accord. Donc, on commence avec les mots, vouloir, pouvoir, et quelques autres verbes, parce que si tu connais les verbes là, tu peux vraiment faire beaucoup plus de combinations. Ouais. Je veux parler, je veux boire, je veux manger, je veux... Et les mots, je veux manger change pas, parce que c'est... Bah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Oui, ça c'est... Oui, donc, les verbes là sont vraiment importants, parce que c'est pas... le plus important, c'est pas d'apprendre beaucoup de mots, mais c'est de pouvoir ou d'être capable de faire beaucoup de combinaisons. Donc, avec les mots là, avec les verbes là, on peut vraiment faire beaucoup de combinations. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle on enseigne les mots là au début, jusqu'au début.
Non, de début. Au début, ouais. Ouais, c'est chouette. Bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense que voilà, mes auditeurs vont adorer. Oui, merci. C'était bien d'expérimenter un peu, de faire une interview en français. J'ai bien aimé, merci. Mais tu parles le français régulièrement? J'ai le temps tous les jours parce que ma femme est francophone en fait. Mais on parle toujours anglais. Toujours. Ah oui. Donc on habite à Flandre, donc ici les gens parlent néerlandais. Mais j'écoute la langue presque tous les jours. Ah oui. Je l'utilise pas chaque semaine. Non. Juste avec ma belle-mère, parfois. D'accord. Et le fait d'avoir appris avant et de continuer d'écouter, ça te permet de la maintenir en mémoire et d'être toujours capable de parler? Je pense que si tu arrives à un niveau B2, après c'est difficile d'oublier les mots. Et avec mon français, je pense que je suis déjà là, donc j'oublie pas trop de mots. Parfois, si bien sûr. Oui. Je peux le maintenir sans faire beaucoup de choses. Oui. Bon, ce qui est chouette, c'est que comme tu parlais français, on a pu faire ce podcast ensemble. Pourquoi pas. Merci et bonne continuation. Merci. J'espère que ce podcast vous aura apporté des pistes pour vous lancer dans l'apprentissage d'une langue ou pour vous aider à progresser si vous êtes déjà lancé. Avec Yann, je vais demander s'il avait des enfants après l'enregistrement et j'aurais dû vous en faire profiter, mais bon, voilà, comme je ne l'ai pas fait, je vous en parle. En fait, Yann parle anglais avec sa femme parle français à leurs enfants. Et Yann, lui, parle néerlandais aux enfants. Donc en fait, voilà, ces enfants ont la chance d'entendre 3 langues. Et on parlait de ça justement, et il disait que l'idéal, ça serait si ces 3 langues avaient été dans 3 familles différentes. Donc la famille, on va dire, asiatique, slave et romance. Voilà, bon là, c'est pas son cas, mais voilà, ces enfants ont quand même la chance d'entendre et d'entendre 3 langues différentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail pour que je puisse les poser aux prochaines personnes que je vais interviewer. Donc sur mon mail, celine.guerrero@icloud.com. Guerrero, c'est G-U-E-2-R-E-I-R-O. Voilà, je les poserai aux prochaines personnes dans les prochains podcasts. Et pour soutenir le podcast, je compte sur vous pour le partager, laisser des commentaires et cliquer sur les étoiles si c'est avec Apple Podcast. Je vous dis à lundi prochain.